Chers étudiants, très ravi de vous revoir aujourd'hui pour vous présenter le cours intitulé « Les tumeurs bénignes des maxillaires », qui est un cours très important, qui résume pratiquement la pathologie tumorale des maxillaires, pathologie tumorale bénigne des maxillaires, que vous allez voir durant votre cursus. Donc, très semblable sur les plans éthiopathologiques, diagnostiques et évolutifs, les kystes tumeurs et pseudotumeurs bénignes des maxillaires sont des lésions relativement fréquentes. Mais parallèlement, elles sont d'une grande diversité. L'identification d'une tumeur bénigne des maxillaires, d'une tumeur maxillaire en général, implique une authentique réflexion diagnostique basée à la fois sur des arguments cliniques et iconographiques. Cette réflexion diagnostique permet le plus souvent d'opter pour une solution thérapeutique qui reste une solution temporaire en l'attente des résultats, des certitudes des résultats anatomopathologiques qui reste l'examen incontournable et indispensable pour confirmer un diagnostic et établir un plan de traitement correct. Le cas échéant, un suivi pour le cas suspect est indispensable. Par définition, une tumeur, c'est une formation tissulaire excessive, anormale qui échappe au processus homéostatique de l'organisme. Une pseudotumeur, c'est une tumeur déformant un organe et qui a pour origine une dystrophie, une inflammation ou une malformation, mais non une tumeur. Un kyste, par contre, le kyste a été défini par Scheer en 1983 comme étant une cavité pathologique qui présente un contenu liquide, semi-liquide ou aéré et qui n'est pas créé par l'accumulation de pus. Il est bordé par un épithélium qui peut être soit continu, soit discontinu. Et là, sur le plan clinique, on distingue une différence remarquable entre les tumeurs bénignes et les tumeurs malignes en général. Les tumeurs bénignes, généralement, sont indolores, mais qui ont une évolution lente. Elles sont limitées et circonscrites par rapport aux tissus environnants. Elles présentent un plan de clivage avec les tissus de voisinage, et là, c'est un élément très important dans le cadre de la prise en charge chirurgicale. Elles refoulent ces tissus, mais sans jamais les envahir. Elles se développent sur place, sans donner de métastases, mais sans donner de métastases, contrairement aux tumeurs malignes qui sont réputées pour avoir la capacité de générer des tumeurs à distance du site initial, c'est ce qu'on appelle les métastases. Elles sont considérées comme des tumeurs infiltrantes. Les tumeurs malignes sont considérées comme des tumeurs infiltrantes qui ne présentent pas de plan de clivage. Donc, généralement, en chirurgie, on n'arrive pas à distinguer entre le tissu sain et le tissu malade, qui sont également mal limités, mais qui ont une évolution très rapide, accompagnée d'une douleur pendant l'évolution de la tumeur. Donc, en général, l'évolution des tumeurs maxillaires se fait en 4 stades. Nous avons la phase de latence, dans laquelle il y a l'absence de symptomatologie. Donc, le patient consulte, le patient découvre fortuitement l'existence de la tumeur. S'il fait une exploration radiologique de routine, nous avons la phase de déformation, dans laquelle nous assistons à l'apparition d'une tuméfaction qui peut inciter le patient à consulter, et parallèlement, sur le plan radiologique, il y a une traduction remarquable sur le plan radiologique. Nous avons la phase d'extériorisation, dans laquelle la tumeur s'étend de plus en plus et elle devient extériorisée, elle devient remarquable même par l'entourage du patient. Et nous avons la phase de complication dans laquelle, en l'absence de prise en charge, le patient peut présenter des complications, soit des complications infectieuses suite à une surinfection de la tumeur initiale, soit des complications traumatiques, notamment une fracture suite à une fracture de la pièce osseuse suite à une résorption ou à la résorption de la quasi-totalité de la pièce engendrée par l'extension de la tumeur. Donc, l'étude des tumeurs des maxillaires implique la connaissance des critères suivants, qui sont tout d'abord le stade d'évolution de la tumeur ou de la tuméfaction, l'existence ou non de signes dentaires, les signes cliniques qui sont associés, et parallèlement les signes radiologiques qui peuvent associer également cette tumeur. Donc, sur le plan radiologique, les images, les tumeurs sont divisées, peuvent présenter 2 types d'images. Tout d'abord, vous avez des images radio-claires et des images radio-opaques. Les images radio-claires peuvent être des images géodiques qui sont représentées par une perte de substance dans la périphérie et marquée par un liseré de condensation. Et là, l'image typique est une image kystique, géodique, bordée d'un liseré de condensation en rapport ou sans rapport avec les dents. L'image lacunaire, par contre, représente une perte de substance dont la limite n'est pas très précise, donc dans laquelle on ne constate pas la présence d'un liseré de condensation. L'image radio-dense ou radio-opaque également
et les images mixtes qui peuvent associer à la fois les images radio-claires et les images radio-opaques. Donc la classification des tumeurs bénignes des maxillaires, c'est une classification basée sur l'histologie, dans laquelle on retrouve parfois les kystes des maxillaires, qui peuvent être des kystes épithélio-odontogéniques, des kystes épithélio-non-odontogéniques, des kystes inflammatoires et des kystes non-épithéliaux. Nous avons également la deuxième famille qui est les tumeurs odontogènes et la troisième famille qui est les tumeurs non-odontogènes. Nous avons déjà vu les kystes des maxillaires, nous allons voir aujourd'hui les tumeurs bénignes odontogènes ou odontogéniques. Donc à la tête, nous avons les tumeurs épithéliales sans induction de mésenchyme qui sont dominées par l'améloblastome. Donc l'améloblastome est défini comme étant une néoformation bénigne, mais localement invasive, consistant en une prolifération d'épithélium odontogène au sein d'un stroma fibreux. La classification a été adoptée par l'OMS en 1972. Sur le plan éthiopathogénique, nous avons distingué quatre types de théories. Nous avons tout d'abord la théorie des germes surnuméraires, la théorie des débris épithéliaux, dans laquelle les débris épithéliaux sont évoqués comme étant un facteur initial dans la naissance des améloblastomes, la théorie de l'origine à partir de revêtement épithélial de la muqueuse buccale et la théorie de l'origine à partir de la paroi des kystes dentigères. Pratiquement, l'améloblastome est prédominant au niveau de la région de l'angle mandibulaire avec un pourcentage de l'ordre de 66% des cas. Sur le plan clinique, la clinique est variable. Donc nous assistons à une tuméfaction mandibulaire isolée, sans symptomatologie, d'où le danger. Donc l'évolution se fait à bas bruit. Donc nous pouvons également assister à une tuméfaction mandibulaire avec des signes d'appel qui sont parfois la douleur, la mobilité dentaire et le retard de cicatrisation du site, surtout si on fait l'extraction d'une dent en rapport avec la lésion tumorale ou en rapport avec l'améloblastome. Et comme troisième facteur ou troisième signe, c'est la découverte fortuite qui peut être faite suite à un examen radiologique de routine. Là, c'est les photos du professeur Dahmani, Allah yarhamou, qui a fait une étude sur un projet de recherche sur les améloblastomes. Vous voyez ici, les améloblastomes sur le plan clinique peuvent être très déformants, incitant le patient à consulter, engendrant une déformation remarquable en exobuccal, incitant le patient à consulter. Et touchant préférentiellement la région de l'angle mandibulaire. Là, c'est une localisation touchant la branche horizontale de la mandibule. Et là, c'est une localisation atypique très étendue en l'absence de prise en charge, touchant à la fois la région de l'angle avec extension antérieure de la région de la branche horizontale mandibulaire. Donc, sur le plan radiologique, il n'y a aucune image spécifique. Nous assistons parfois à une image uniloculaire avec ou sans inclusion dentaire. Parfois, l'image est multiloculaire avec également ou sans inclusion dentaire. Là, l'image polygéodique est la plus évocatrice, réalisant une image classique en bulle de savon. Plus tard, l'améloblastome prend l'aspect d'une vaste géode unique au contour festonné, soufflant et amincissant les corticales. Donc l'image peut être uniloculaire avec ou sans inclusion dedans. Elle peut être également multiloculaire avec ou sans exclusion dedans. Et parallèlement, elle peut être une image en bulle de savon. Sur le plan histologique et sur le plan macroscopique, la tumeur se présente sous la forme d'une masse d'une couleur blanc grisâtre, molle, parfois creusée de petits kystes. C'est ce qui confère à cette image l'aspect de bulle de savon. Sur le plan histologique ou microscopique, deux principales variétés associées ou non dans une même tumeur sont d'observation courante. Vous avez tout d'abord l'améloblastome folliculaire sous forme sur le plan histologique, nous assistons à la présence de plusieurs follicules dentaires et l'améloblastome plexiforme. D'autres variétés sont décrites également sur le plan histologique. Nous avons l'améloblastome unikystique, l'améloblastome desmoplastique, le kératoaméloblastome, dans lequel nous assistons à la présence d'une kératinisation qui est plus ou moins remarquable, l'améloblastome à cellules basales et parallèlement l'améloblastome périphérique. Donc, le diagnostic différentiel d'améloblastome se fait principalement avec le kyste folliculaire, avec le kératokyste, avec le fibrome améloblastique et le myxome odontogénique. Et là, l'évolution s'accroît lentement par poussée, pouvant atteindre un volume considérable avec des possibilités de transformation maligne en l'absence de prise en charge. La deuxième tumeur, c'est la tumeur odontogénique épidermoïde, développée à partir des restes épithéliaux de malacèse cliniquement.
Elle se manifeste par des douleurs, des mobilités dentaires avec association de signes inflammatoires. Sur le plan radiologique, nous assistons à une image radio-claire, triangulaire ou semi-circulaire, bordée par un liseré opaque, souvent unilaculaire. Le diagnostic différentiel de cette lésion se fait avec le kyste radiculaire, le kyste folliculaire et l'améloblastome. Troisième entité pathologique, c'est la tumeur épithéliale odontogénique calcifiante ou la tumeur de Pinborg. Elle développe à partir de l'épithélium de l'émail réduit ou du stratum intermédium de l'organe de l'émail de siège mandibulaire dans les 2/3 des cas. Cliniquement, elle est silencieuse. Elle se caractérise sur le plan radiologique par un foyer ostéolytique irrégulier, au contour plus ou moins précis par rapport à l'os adjacent, l'os sain adjacent. L'image est parsemée par des fines opacités pouvant converger vers la couronne d'une dent incluse. Sur le plan histologique, elle est très variable. Elle réalise des nappes denses de cellules polyédriques aux limites nettes, reliées par des ponts intercellulaires plus ou moins nombreux. Les noyés sont souvent volumineux, pourvus de plusieurs nucléoles. Les classifications et les lipoamyloïdes sont plus abondantes. Quatrième ou cinquième entité, c'est la tumeur odontogénique à cellules claires. C'est une tumeur qui dériverait probablement des vestiges de la lame dentaire ou des îlots de Malacèse. Elle n'a été décrite que récemment et peu d'observations sont jusqu'à présent publiques, caractérisées sur le plan clinique par une osséolyse agressive, aux limites pauvrement définies. Elle est plus agressive localement que l'améloblastome, mais présente des variétés malignes avec possibilité de métastase à distance. La cinquième entité, c'est la tumeur odontogénique mixte. La deuxième famille, c'est les tumeurs odontogéniques mixtes. Donc nous avons vu les tumeurs odontogéniques épithéliales. Maintenant, nous allons voir les tumeurs odontogéniques mixtes ou les tumeurs épithéliales et conjonctives avec ou sans formation de tissu dentaire dur. Ces tumeurs sont composées d'un épithélium odontogénique proliférant dans un tissu ectomésenchymateux cellulaire. Donc les odontomes sont les plus fréquents. Elles apparaissent comme des anomalies de développement des bourgeons dentaires. Tout d'abord, le fibrome abéloblastique. Il survient avant 21 ans. Il se présente sous la forme d'une image mono- ou polygéodique. Le siège de prédilection est la région prémolomolaire de la mandibule. Là, l'exploration chirurgicale révèle une tumeur compacte de couleur blanc grisâtre. L'examen histologique trouve une tumeur à double composante, associant des structures épithéliales rappelant l'organe de l'émail et des plages de tissu conjonctif simulant la papille dentaire. Et le diagnostic différentiel se fait principalement avec l'améloblastome. Le fibrodontinome améloblastique et le fibrodontome améloblastique, c'est des tumeurs qui sont le siège d'une induction épithélio-conjonctive aboutissant à la formation de la dentine, c'est le fibrodontinome, ou à la formation de la dentine associant l'émail, c'est le fibrodontome. Donc le fibrodontinome améloblastique, autrement nommé dentinome, il intéresse la région prémolaire inférieure des sujets jeunes. Radiologiquement, il se présente sous forme d'une image peu spécifique. C'est une image ostéolytique bien définie, contenant un matériel radio-opaque dont la taille est variable. L'évolution généralement est bénigne. La deuxième entité, c'est le fibrodontome améloblastique qui est habituellement associé à des dents en croissance et se manifeste principalement chez les enfants et les adolescents, généralement asymptomatique et de découverte fortuite. Radiologiquement, il se présente sous forme d'une image du vaste géode vaste et cloisonné, centré généralement par une image radio-opaque dont la périphérie est ponctuée par un semis ou des amas plus ou moins circonscrits d'opacité très dense, de type dentaire. Sur le plan histologique, son aspect est identique au fibroaméloblastome, mais elle comporte de plus en plus des structures associées de dentine et d'émail. L'odontoaméloblastome, qui reste exceptionnel, il associe des îlots améloblastiques et un ectomésenchyme odontogénique aboutissant à la production de dentine et d'émail. La radiographie révèle une image géodique évoquant un améloblastome si elle n'était pas ponctuée par des opacités d'épaisseur variable, éventuellement regroupées en amas irréguliers. À l'histologie, l'odontoaméloblastome est composé d'îlots épithéliaux améloblastiques de type folliculaire ou plexiforme et d'un ectomésenchyme odontogénique. Des structures de dentine et d'émail y sont associées. Elle est généralement extrêmement récidivante après traitement conservateur. Une autre entité pathologique, c'est la tumeur odontogénique adénomatoïde. Donc, dans le siège de prédilection est la région canine maxillaire. Elle est silencieuse sur le plan clinique,
jusqu'à l'apparition d'une déformation poussant le patient à consulter. L'image radiologique simule un kyste dentigère monogéodique bien limité d'un diamètre de 2 à 4 cm situé au contact d'une dent incluse ou l'englobant. Néanmoins, le caractère ponctué de l'image par de fines opacités permet parfois d'orienter le diagnostic de la lésion. Sur le plan macroscopique, la membrane présente une surface membrane kystique ou le tumoral présente une surface lisse similaire à un kyste dentigère. Sur le plan microscopique, la tumeur est formée par des nappes de cordons de cellules épithéliales adoptant par endroits un aspect cylindrique amyloblastique. Nous allons voir maintenant le kyste odontogénique calcifié ou appelé également kyste de Rollin, qui est caractérisé sur le plan clinique par la présence particulière d'un contingent de cellules épithéliales momifiées dites cellules fantômes. Le kyste de Rollin présente une analogie avec les pilomatrixomes, qui auraient une origine épithéliale en rapport avec l'émail et les vestiges de l'épithélium odontogène. Donc sur le plan radiologique, il réalise une image ostéolytique poly ou monogéodique ponctuée par un matériel radio-opaque. Sur le plan histologique, le kyste est bordé par un épithélium dont l'assise basale comporte des cellules cubiques ou cylindriques surmontées par d'autres couches cellulaires épithéliales similaires au réticulum étoilé de l'organe de l'émail. Aspect voisin de l'améloblastome, présentant un aspect voisin de l'améloblastome, cependant au sein de l'épithélium, des amas particuliers de cellules fantômes momifiées peuvent évoluer vers la calcification. Et là, l'aspect caractéristique de ce type de lésion, c'est la présence des cellules fantômes ou des cellules calcifiées, qui confèrent à cette tumeur une particularité sur le plan histologique. Donc nous avons également les odontomes qui sont dans tous les tissus dentaires normaux et minéralisés, ils sont présents, mais sont disposés d'une manière anarchique. Et là, la distinction entre odontomes composés et complexes est arbitraire. Elle est basée sur la prépondérance d'organes dentaires structurés ou de tissus dentaires désorganisés, généralement révélés par la tuméfaction des régions prémolaires ou molaires ou un retard d'éruption. Et là, le diagnostic différentiel se fait avec l'odontome entre odontome complexe, odonto-améloblastome, le sémentome et l'ostéome. Donc l'odontome composé est de localisation dans la localisation préférentielle et dans la région antérieure maxillaire, surtout côté droit, région incisivo-canine. Sur le plan radiologique, il est situé souvent entre les racines dentaires. Il a un aspect de petite masse radio-opaque dense groupée dans une zone radio-claire, et là l'inclusion d'une dent est fréquente. Les odontomes complexes sont dans localisation postérieure, notamment au niveau de la région molaire surtout, plutôt au maxillaire qu'à la mandibule. Sur le plan clinique, ils sont asymptomatiques. Ils entravent l'éruption d'une dent définitive et peut déplacer les dents voisines. Il est de petite taille et il n'a pas de caractère agressif. Radiologiquement, l'aspect d'amas irrégulier de nodules radio-opaques denses gravés dans une lacune ostéolytique est caractéristique. Il a l'association avec une dent incluse et possible sur le plan radiologique. Sur le plan histologique, on trouve des lésions similaires à des dents normales, mais qui sont encapsulées et disposées d'une manière plus ou moins anarchique. La troisième entité des tumeurs bénignes des maxillaires, nous avons les tumeurs ectomésenchymateuses odontogéniques, avec ou sans inclusion de l'épithélium odontogénique, qui sont dominées tout d'abord par le fibrome odontogénique, qui dite tumeur odontogénique à cellules granuleuses. C'est une tumeur fibroblastique issue du tissu mésenchymateux de l'ébauche dentaire. Cliniquement, elle est généralement asymptomatique. Elle siège fréquemment en plein corps mandibulaire. Radiologiquement, elle est polygéodique et finement trabéculée. Et là, la présence de petites opacités de tonalité dentaire la différencie de l'améloblastome. Histologiquement, il associe des fibroblastes et des fibres de collagène fréquemment clairsemées avec des îlots et des plages de vestiges épithéliaux odontogéniques. Deuxième entité, c'est le myxome odontogénique ou le myxofibrome, dont l'origine est grecque, ce qui muxa signifie mucosité, oma tumeur, donc c'est tumeur formée par un tissu mucoïde. Mais cette tumeur reste rare, à fort potentiel d'infiltration et de destruction. Elle survient le plus souvent chez les sujets jeunes adultes. Cliniquement, elle est silencieuse,
évoluant lentement pour devenir une voussure osseuse, quelquefois déplaçant et mobilisant les dents. Sur le plan radiologique, il y a une image polygéodique caractérisée par un cloisonnement géométrique, la bordure périphérique est nette et au contraire mal définie avec rupture des corticales osseuses. L'étude ostologique est composée de cellules conjonctives triangulaires ou étoilées, anastomosées par de fins prolongements et enchâssées dans un matériel mycoïde abondant. Deuxième entité, c'est le cimentoblastome bénin, qui reste rare, caractérisé par la formation de tissus cimentaires proliférants avec d'authentiques cémentoblastes fonctionnels. Il s'observe chez le sujet jeune entre 20 et 30 ans, et le siège presque exclusivement au niveau de la région molaire et prémolaire mandibulaire. Il est de croissance lente, mais est parallèlement asymptomatique sur le plan clinique. Radiologiquement, il est caractérisé par une masse opaque accolée ou fusionnée à la racine d'une dent définitive, voire déciduale. Il est très bien limité en sa périphérie par une mince bande claire, uniforme, et là, une résorption des racines dentaires intéressées peut être observée. Sur le plan histologique, nous constatons qu'une majeure partie de la tumeur est constituée de mottes ou de plages étendues de séments sillonnées par des lignes d'apposition basophiles irrégulières, pagétoïdes. Au sein de cette masse minéralisée se creusent quelques petits axes conjonctifs renfermant des vaisseaux et des cémentoblastes. Deuxième grande catégorie, c'est les tumeurs. Après avoir vu les tumeurs odontogéniques, nous allons voir maintenant les tumeurs non odontogéniques qui ne sont pas en rapport avec l'odontogénèse. Donc, elles constituent un grand groupe polymorphe de lésions. Et là, la grande majorité sont communes au reste du squelette. D'autres sont électivement localisées au maxillaire, telles que le granulome central à cellules géantes et le chirurgisme. Différentes classifications ont été proposées. Par souci de clarté, nous proposons une classification basée principalement sur l'histogénèse et les produits de différenciation cellulaire. Donc, dans les tumeurs non odontogéniques, nous avons tout d'abord les tumeurs ostéoformatrices, les tumeurs ostéocémentogènes, les tumeurs cartilagineuses, les tumeurs fibroblastiques, les tumeurs et pseudotumeurs riches à cellules suivantes. Vous avez les tumeurs vasculaires dominées par les angiomes, les tumeurs nerveuses et les tumeurs mélanocytiques neuro-ectodermiques. Nous avons également les dysplasies osseuses et ou cimento-osseuses et l'hystéocytose X. Tout d'abord, les tumeurs ostéoformatrices, dominées par l'ostéome gré, qui résulte de la prolifération d'os compacts ou trabéculaires au sein d'un os membraneux. Il est de siège périostique au centre osseux, souvent asymptomatique, indolore et de croissance lente. Sur le plan radiologique, l'ostéome est radio-opaque, dense, unique et homogène, soit appendu au contour osseux par une pédicule d'épaisseur variable ou de siège tendro-osseux. Et vous le voyez ici, sur une publication, nous avons publication qui a été faite sur le Journal of Craniomaxillofacial Surgery. Donc, ils ont publié un cas très intéressant d'un ostéome très étendu, touchant la mandibule. Histologiquement, nous distinguons deux types de variétés qui sont l'ostéome éburoné et l'ostéome trabéculaire. Deuxième entité, c'est le torus palatin mandibulaire. Et donc là, il s'agit d'une néoformation osseuse exophytique. Sur le plan histologique, elle est constituée d'os compacts, dont le centre est occupé par une nappe d'os spongieux. Le torus palatin qui est disposé sur la ligne médiane de la voûte palatine, il réalise une tuméfaction dure et ovalaire. Il dépasse rarement 2 à 3 cm et apparaît opaque sur un film occlusal. Nous avons également le torus mandibulaire qui se présente sous forme d'une tuméfaction osseuse aux dépens de la corticale interne de la mandibule en regard des prémolaires, dans la majorité des cas bilatéral et asymptomatique. Il se projette sur le film occlusal sous la forme d'une opacité dense, homogène et en continuité avec la corticale interne. Et là, en fonction de son étendue, en fonction de son diamètre, il peut poser problème pour la réalisation de la prothèse mandibulaire. Nous avons également l'ostéoblatome qui est localisé généralement au niveau des os longs et des vertèbres, qui reste rare. L'image radiographique est représentée par une géode jusqu'à 10 cm de diamètre, bien limitée, ponctuée de zones calcifiées. L'anatomopathologie met en évidence une prolifération d'ostéoblastes sans atypie cytonucléaire au sein d'un stroma très vascularisé. Nous avons également l'ostéome ostéoïde qui possède les mêmes caractéristiques anatomopathologiques de l'ostéoblastome. Et là, la triade pathognomonique de ce type de lésion cette lésion comporte une douleur persistante à prédominance nocturne d'installation insidieuse répondant à l'aspirine et aux anti-inflammatoires non stéroïdiens,
Nous avons également la présence d'une ostéocondensation avec ou sans nidus radiologique sur la radiographie standard. Et nous avons également l'hyperfixation scintigraphique en temps vasculaire précoce. Nous avons également les tumeurs ostéocémentogènes, qui reste la seule et unique entité tumorale ayant pour origine les cellules desmodentales du ligament alvéolo-dentaire. Donc c'est une néoplasie constituée de tissus fibreux contenant des quantités variables de matériel minéralisé ressemblant à de l'os et au sément. Donc caractérisée par une tuméfaction lentement évolutive du secteur osseux intéressé, elle s'accompagne de déplacement dentaire. Donc sur le plan radiologique, on objective la présence d'une image bien circonscrite, de tonalité variable selon les proportions du matériel minéralisé produit. Donc c'est une image plus ou moins bien limitée, bien circonscrite, avec parfois la présence de quelques minéralisations à l'intérieur. Nous avons également les tumeurs cartilagineuses dont l'origine est discutée. Ça peut être les reliquats cartilagineux enclavés durant l'embryogenèse, et vous connaissez que c'est généralement le cartilage de Merkel qui précède l'apparition de la mandibule ou qui induit à fur et à mesure la formation de la mandibule. Et nous pouvons également impliquer les structures chondroïdes néophones. Tout d'abord le chondrome qui reste exceptionnel, c'est une tuméfaction osseuse indolore de croissance lente. Généralement, il n'y a pas d'image radiologique typique. Nous assistons parfois à des ostéolus plus ou moins polycycliques. Sur le plan histologique, les cellules chondrocytaires sont en nombre variable, sans atypie cytonucléaire. Nous avons également l'endochondromatose multiple ou la maladie d'Ollier qui reste héréditaire et familiale, caractérisée par de multiples enchondromes disséminés dans tout le squelette, mais très exceptionnellement dans le massif crânio-facial. De nombreux hémangiomes, notamment buccaux, y sont associés et réalisent le syndrome de Mufficy. Donc, il a le survenu du sarcome assombrit le devenir et le pronostic chez ces patients. Nous avons également les exostoses qui sont habituellement rencontrées au niveau des épiphyses, de l'épiphyse des isolants, où elle prend également le nom d'exostose ostéocartilagineuse. Donc elle reste exceptionnelle au niveau de la mandibule. C'est une tuméfaction d'évolution lente entraînant des troubles fonctionnels. Et là, la radiographie montre des structures osseuses hypertrophiées sans spécificité. Sur le plan histologique, on note la présence d'un tissu cartilagineux avec une ossification centrifuge. Le chondroblastome qui affecte généralement les épiphyses des isolants et se manifeste par une tuméfaction indolore, lentement évolutive. Radiologiquement, il se présente sous la forme d'une image ostéolytique mal circonscrite, parfois parsemée de calcifications. Sur le plan histologique, on note la présence de nombreuses cellules rondes ou polygonales mêlées de cellules géantes avec une trame conjonctive intercellulaire peu abondante de type chondroïde. Nous avons également le fibrome chondromyxoïde, rarement décrit. L'image radiologique est d'une radioclarté lobulée bien circonscrite, entourée d'une zone d'ostéosclérose. L'aspect histologique est polymorphe, lobules de cellules fusiformes, donc nous assistons à des lobules de cellules fusiformes ou étoilées dans une substance chondroïde, jouxtant des cellules géantes et des plages fibreuses. Nous avons également les tumeurs fibroblastiques qui sont des proliférations de cellules et de fibres mésenchymateuses. Elles comportent souvent un caractère d'agressivité, voire de malignité. D'abord, le fibrome desmoïde qui est une tumeur rare qui survient au niveau de l'angle mandibulaire chez l'adulte jeune, caractérisé par une tuméfaction indolore pouvant s'accompagner de déplacements dentaires. Et là, la radiographie montre une image ostéolytique unie ou multiloculaire. La corticale est soufflée, voire parfois rompue. Sur le plan histologique, nous objectivons la présence d'une prolifération de fibroblastes et de fibres de collagène. Nous avons également la fibromatose agressive qui, dans le siège mandibulaire, est presque exceptionnelle. Elle se manifeste par la forme d'une tuméfaction osseuse indolore, parfois d'évolution rapide. La radiographie montre un foyer d'ostéolyse mal limité. Les sièges de prédilection sont les fascias abdominaux et palmoplantaires, puis la région cervicale. Histologiquement, nous assistons au même aspect histologique du fibrome desmoïde. Nous avons également les tumeurs pseudotumeurs riches en cellules géantes, donc les tumeurs à myéloplaques, qui restent exceptionnelles dans les maxillaires. C'est la tumeur brune
est brune, rougeâtre, en partie nécrotique, hémorragique, parfois douloureuse. L'image radiographique est celle d'une ostéolyse mono- ou polygéodique, mais sans spécificité. Histologiquement, de nombreuses cellules géantes, très volumineuses, sont réparties dans une matrice pauvre en collagène et riche en cellules fusiformes. Et là, le taux de récidive de 50% avec un risque de transformation maligne de 10 à 20% est à signaler. Deuxième entité, c'est le granulome central à cellules géantes. Il apparaît le plus comme un processus réparateur que destructeur et siège exclusivement dans les maxillaires et survient chez l'enfant ou l'adulte jeune avec une prédominance féminine. La recherche d'un traumatisme initial et capital, c'est un granulome de réparation osseuse post-traumatique. Il est révélé par une tuméfaction osseuse recouverte d'une muqueuse brunâtre. Les dents adjacentes sont fréquemment mobiles et déplacées et les corticales peuvent être voussurées et amincies à l'extrême. Une vaste géode au contour arrondi ou festonné en nid d'abeille. Les racines des dents adjacentes ou implantées dans la lésion sont souvent refoulées ou résorbées. Sur le plan histologique, on trouve une double population cellulaire composée de cellules mononucléées et de cellules géantes multinucléées. Donc, devant un diagnostic atomopathologique de granulome à cellules géantes, on réalise souvent un dosage de la calcémie et de la phosphorémie pour éliminer une hyperparathyroïdie. Donc, les tumeurs brunes de l'hyperparathyroïdie, c'est des lésions osseuses inhérentes à l'hyperparathyroïdie secondaires dans le cadre de l'insuffisance rénale chronique compliquée d'ostéodystrophie. Récemment, un génome à l'origine de la tumeur a été identifié, c'est le HRPT2, tumor suppressor gène. Donc, il siège principalement au niveau des os du squelette chondrocostal, costo-vertébral, mais aussi des maxillaires. Elle doit sa couleur et son nom à sa forte vascularisation, qui peut être à l'origine d'hémorragie. Son diagnostic repose sur 3 signes principaux qui sont osseux, viscéraux et la présence également d'hydroélectrolytiques. Donc, c'est notamment des explorations biologiques. Donc, la radiographie trouve de vastes lacunes finement cloisonnées et non spécifiques. Sur le plan histologique, elle est similaire à celui du granulome central à cellules géantes, mais le bilan radiologique, en particulier le bilan phosphocalcique, oriente le diagnostic. Nous avons également le chérubisme, qui est une infection familiale qui se transmet selon un mode autosomique dominant caractérisé par une hypertrophie des angles et des ramis de la mandibule. Les condyles restent préservés. L'atteinte est le plus souvent bilatérale et asymptomatique, symétrique, donnant un aspect joufflu au patient. Et nous assistons également à la présence de plusieurs malformations dentaires. Donc, la radiographie met en évidence une expansion des corticales osseuses avec de multiples plages osséolytiques multiloculaires qui lui confèrent un aspect typique en bulle de savon. L'aspect histologique est d'un tissu conjonctif riche en fibroblastes et héberge de nombreuses cellules géantes multinucléées. Donc, c'est le cas de cet enfant. Et là, c'est une publication qui a été faite dans le journal de stomatologie et chirurgie maxillofaciale en 2005. Vous voyez l'aspect joufflu de l'enfant. Une autre entité de tumeurs bénignes nododontogènes qui sont les tumeurs vasculaires. Nous avons tout d'abord les angiodysplasies actives qui présentent dès la naissance, n'ayant aucune tendance à la régression. On regroupe les fistules artério-veineuses ou les FAV et les malformations artério-veineuses qui sont les MAV. Révélées par des phénomènes hémorragiques, gingivorragie, ABT, hémorragie post-extractionnelle. Sur le plan radiologique, nous constatons la présence d'une lacune aréolaire de taille et de tonalité inégale au contour flou. La lésion peut parfois se limiter à une simple atteinte de l'apex dentaire, simulant alors un kyste odontogène. L'angiographie hypersélective est indispensable pour le diagnostic et la conduite thérapeutique. Deuxième entité, c'est le lymphangiome. Le lymphangiome capillaire reste exceptionnel dans l'os mandibulaire. Il est constitué d'un assemblage amartomateux de cavités lymphatiques distendues et kystiques. Les tumeurs nerveuses qui sont dominées par le schwannome bénin, qui est fréquent, et atteint surtout la mandibule. C'est une tumeur dérivant des cellules de Schwann. C'est une fraction osseuse isolée avec paresthésie. Histologiquement, 2 aspects sont possibles. Le type A, constitué de cellules fusiformes dans un tissu conjonctif riche en collagène. Le type B, formé de cellules rondes ou ovales au sein d'un conjonctif lâche. Le pronostic est excellent après traitement chirurgical. Sur le plan radiologique, on trouve une image radioclaire monogénique centro-osseuse refoulant le canal dentaire.
Le neurofibrome, qui est issu des éléments conjonctifs de la gaine de Schwann, et souvent, donc, les neurofibromes accompagnent la maladie de Van Recklinghausen, qui est cliniquement il est similaire au schwannome bénin, donc caractérisé par la présence d'une infection avec des signes neurologiques. L'image radiologique est moins limitée, multiloculaire, avec élargissement du canal mandibulaire. L'anapath révèle une prolifération des fibres nerveuses enchevêtrées dans un tissu conjonctif. Nous avons également la tumeur mélanotique neuroectodermique. C'est une tumeur qui se rencontre chez les enfants de moins d'une année, donc pratiquement 200 cas ont été publiés dans la littérature. Donc c'est une tumeur bénigne qui dérive des cellules issues de la crête neurale. Elle peut être diagnostiquée par le dosage des métabolites urinaires des catécholamines. Elle atteint le plus souvent le maxillaire et présente l'aspect d'une épulis pigmentée déplaçant les dents. Elle se traduit sur le plan radiologique par une image radioclaire cloisonnée. L'histologie de cette lésion montre des cellules neuroectodermiques renformant de la mélanine et de petites cellules pseudo-lymphocytaires. Nous avons également les dysplasies osseuses ou sémento-osseuses. Tout d'abord, la dysplasie osseuse. C'est une anomalie de développement du tissu osseux caractérisée par un remplacement de l'os normal par un tissu fibro-osseux vascularisé comportant des degrés variables de métaplasie osseuse. Elle se manifeste selon les deux aspects, soit la forme mono-ostique, soit la forme polyostique. Polystotique, soit la forme monostotique, soit la forme polystotique. Donc le tableau clinique est le plus évocateur est celui d'une déformation faciale progressive, indolore et asymptomatique qui peut aller d'une minime déformation asymptomatique à des déformations monstrueuses, très importantes. L'aspect radiographique diffère selon le stade évolutif. Le secteur osseux est augmenté globalement de volume et décalcifié, voire radioclair dans les lésions jeunes. Puis la trame prend un aspect en verre dépoli. L'étude histologique met en évidence un tissu conjonctif plus ou moins riche en fibroblastes. Vous le voyez ici, l'aspect préopératoire met en évidence l'aspect de verre dépoli. Deuxième entité, c'est la dysplasie sémento-osseuse, tout d'abord la dysplasie sémentaire périapicale. Donc d'étiologie inconnue, se développe autour des racines de dents saines, initialement molles, constituées d'un tissu conjonctif. Elle se peuple ensuite de nodules sémentaires peu à peu confluents. Au terme de l'évolution, c'est une masse dure, très dure, radio-opaque. L'exérèse n'en est qu'exceptionnellement pratiquée, parce qu'il est très difficile. Deuxième entité, c'est la dysplasie sémento-osseuse floride. Elle touche de façon quasi exceptionnelle les femmes de race noire. Des transmissions familiales sont possibles. Elle est découverte souvent fortuite. Les lésions dysplasiques apparaissent sous forme d'opacité dense lobulaire qui touche la portion alvéolaire des maxillaires. L'étude histologique montre des plages de séments acellulaires fortement basophiles fusionnant avec les racines dentaires. Enfin, nous avons l'héstéocytose X dont l'éthiopathogynie est inconnue, caractérisée par la population de cellules langerhänsiennes, forme particulière des macrophages nés dans la moelle osseuse et ayant secondairement migré dans la peau, les muqueuses, les ganglions et le thymus. On distingue actuellement 3 syndromes qui sont les variantes d'un seul et même processus pathologique qui sont principalement le granulome éosinophile qui représente la localisation osseuse solitaire ou multiple, la maladie de Hunchuler-Christian qui est une forme disséminée et chronique avec des lésions osseuses et viscérales, et la maladie d'Abt-Littershue qui est la forme disséminée et aiguë maligne avec également des lésions osseuses. Quel traitement adopter devant une tumeur bénigne des maxillaires? Donc les moyens thérapeutiques qui sont mis à notre disposition sont tout d'abord les moyens conservateurs qui sont dominés par l'énucléation, curetage et la marsupialisation. Et nous avons également le traitement chirurgical radical pratiqué surtout chez les tumeurs récidivantes qui peut faire appel à la résection avec interruption de la continuité de l'os ou à la résection sans interruption de la continuité de l'os. Tout d'abord, le traitement chirurgical conservateur, l'énucléation curetage qui permet de préserver les dents et le maximum de tissu osseux ainsi que les éléments le traversant. Il vise à extirper la totalité de la tumeur. L'incision dans ce cas de figure intéresse le revêtement mycopériosté. La trépanation osseuse est réalisée prudemment et des dimensions suffisantes. L'énucléation est réalisée grâce à un décolleur permettant de cliver
de ramener la paroi kystique. Certains auteurs complètent l'énucléation par une cryothérapie des parois osseuses appliquant l'eau oxygénée ou l'acide acétique de façon à hériter chimiquement les parois et les éventuels reliquats tissulaires. La cavité d'énucléation doit être l'objet d'une irrigation généreuse par du sérum physiologique. L'étude anatomopathologique de la pièce opératoire est obligatoire. Elle impose une surveillance radiologique ultérieure en fonction de la tumeur. Elle doit tenir compte également des organes dentaires s'ils sont compris du fait d'une mobilité ou d'un délabrement excessif et sans possibilité de traitement, ils sont abusés. Par contre, les craintes de léser le paquet vasculaire nerveux de l'apex imposent une surveillance de la vitalité pulpaire des dents jugée préservable. Vous voyez ici la kyste très étendue au niveau de la région de l'angle mandibulaire qui a bénéficié d'une énucléation avec extraction de la dent de sagesse. Deuxième conduite, c'est la marsupialisation. Deuxième moyen thérapeutique, c'est la marsupialisation qui consiste à réaliser une fenêtre dans la paroi kystique pour réduire la pression intrakystique et permettre ainsi à la cavité de diminuer progressivement de taille. Donc c'est une technique tout à fait équivalente à la décompression. Et là, une biopsie doit être réalisée à l'occasion de ce premier temps chirurgical pour avoir une preuve histologique. Cette technique facilite de plus en plus le clivage du kyste car sa paroi s'épaissit pendant la phase de décompression. Vous voyez ici la présence de la réalisation de la compression consistant en l'installation d'un tube pénétrant à l'intérieur de la lésion et permettant son évidement et sa décompression à fur et à mesure. Donc il a la grande incidence de récurrence des kératokystes, le kyste Gorlin, le kyste cyalo-odontogénique et le kyste botryoïde. La possibilité également d'erreurs de diagnostic et de transformation amyloblastique sont des arguments quelquefois avancés pour que soit pris en considération un traitement plus radical. Et l'énucléation et le traitement reste le traitement de choix lorsqu'elle elle peut être pratiquée, réalisée sans dommage pour les structures adjacentes. Le traitement également peut être radical en faisant appel à la résection osseuse, donc qui peut être segmentaire, partielle ou interruptrice. Et nous pouvons également réaliser une résection maxillaire qui se fait par simple abord muqueux au niveau des futurs traits d'ostéodome. Nous avons également le remodelage au niveau mandibulaire. La reconstruction osseuse peut être réalisée de manière concomitante par le biais d'un greffon. Ce greffon est fixé par une attelle métallique ou des mini-plaques vissées au maxillaire. Le site de résection peut être d'emblée comblé sans compromettre ultérieurement la surveillance directe de la cavité opératoire. Et là, vous voyez très très bien que le traitement chirurgical peut être associé à des séquelles esthétiques très désgracieuses. La réparation peut se faire selon plusieurs techniques, soit l'utilisation de greffons ou l'utilisation de plaques de titane qui vont permettre de reconstruire. Après traitement, la surveillance clinique et radiologique ultérieure est nécessaire pour parer contre une éventuelle récidive. En général, le premier contrôle radiologique s'effectue entre 2 et 4 mois après exercice de la tumeur. Ce délai est nécessaire pour qu'apparaissent des éléments radiologiques permettant aux praticiens d'être renseignés sur la normalité du processus de cicatrisation osseuse ou de suspecter une récidive précoce. Donc elle sera limitée dans le temps pour les kystes odontogéniques jusqu'à l'obtention d'une réossification complète et doit en revanche s'étendre sur plusieurs années dans le cadre de lésions réputées récidivantes. La bonne connaissance des tumeurs bénignes des maxillaires permet, dans le cadre de la prise en charge, leur diagnostic précis, même si celui-ci est le plus souvent anatomopathologique, permettant de proposer un traitement plus adapté. Merci pour votre attention, aimable attention.